Alors on va tenir une bonne interview, un grand moment. Bon, ma soeur Nain, c'est quelqu'un d'une très grande ouverture en tant qu'écrivain, vous savez. Oui. Mis à part l'enseignement, c'est un transmetteur, c'est un messager. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter sur ça? Oui, bonjour, merci. Vraiment, c'est un plaisir de m'interviewer en quelque sorte sur Moma. Donc, c'est avec un plaisir que je parle sur lui. C'est un neveu à moi. On se connaît depuis plus de 10 ans. Je connais sa femme, je connais sa famille. Mais c'est quelqu'un, je parle parce que là, l'écriture, tout ce qu'il fait, ça c'est autre chose, c'est quelque chose qui est venu s'y ajouter. Mais maman, dans la vie de tous les jours, c'est une personne humble, une personne modeste, qui s'occupe bien de sa famille, de ses enfants, de ses amis, qui tient de sauvegarde des relations. Maman, même s'il reste 2 jours sans avoir de tes nouvelles, il t'appelle. Il passe te voir, il n'attend rien en retour. Donc ça, pour moi, c'est un art, ce qu'il fait. Il adore ça. Il adore parler des gens, dire du bien des gens, parler de lui. Là, je pense que c'est un livre qu'il vient de faire où il parle de lui. Mais avant, c'était les autres. C'est quelqu'un qui met en avant les autres personnes. Donc, franchement, nous, on est tellement proches de lui qu'on ne peut même pas parler. Sa femme qui est là pour en témoigner des choses. Son oncle qui est là, mon mari, pour en dire des choses. Et vous allez interviewer tout le monde, ils vont vous dire la même chose sur lui. Tout ce qu'on demande, c'est qu'Allah le laisse en vie, qu'Allah lui permette d'avoir ce savoir, de continuer à persévérer, à écrire, à sortir ce qui est en lui, à faire partager son côté professionnel et tout envers les autres. Franchement, je suis contente d'être là et c'est pas la première fois. À chaque fois qu'il sort un livre, c'est avec un plaisir que j'assiste à ce moment. J'avais un programme, j'avais autre chose à faire, mais j'ai tenu à tout arrêter pour lui. Il le mérite. Et si c'était à refaire, je n'hésiterai pas à le faire. Merci à vous, tous ces amis qui sont là et qui l'accompagnent dans le quotidien. Merci. Oui, moi, on en a déjà parlé. Moi, j'ai une seule chose à dire, c'est que je suis très fière de ce qu'il fait. C'est pas le premier ouvrage, en plus, qu'il fait, mais celui-ci en particulier, qui m'a permis d'en savoir un petit peu plus. Je le connais parce que c'est mon papa, mais là, j'ai découvert d'autres choses et qui sont extrêmement touchantes. Et voilà, ça m'a beaucoup plu, évidemment, de lire ces mots. Quelle est l'approche justement que vous essayez d'apporter là ce soir, le témoignage symbolique? En 2-3 mots, ça serait quoi? Eh bien que l'assemblée qui est là aussi, je pense, montre que son travail, voilà, a une portée. Alors il y a ses collègues et la famille, mais je pense que le travail a une portée un peu plus large que celle-ci.
Et voilà, on va voir ce qu'il va nous dire de plus sur son livre. J'ai hâte de voir la suite. Rassemblement de gens qu'il aime bien, des gens qui sont proches de lui, comme vous, comme d'autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre moitié, j'allais dire? Que dire sur mon mari? Voilà. Il y a plein de choses. Déjà, c'est quelqu'un qui est très aimant, très serviable, qui s'énerve jamais, 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 jamais. Franchement, zéro faute. Zéro faute. Lu ma koy ñaanal rek yal na ko yàlla may gudd fan ak wér gu yaram parce que moom yërëm na ma ba pare xam na man maay kan teg na ma fu ma war a teg donc loo ma koy ñaanal rek yal na ko yàlla may gudd fan ak wér gu yaram dañu mën a wax si moom bëri na. C'est quelqu'un qui s'énerve jamais, 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 jamais. Il est sociable, il aime les gens, il aime parler, discuter et tout. Donc, voilà, un très bon père aussi. Voilà. Quand il est à la maison, il est en train d'écrire. Quelle est l'approche quand il est vraiment là, en concentration, en retrait, le comportement qu'il a? Quelle est cette approche-là? Pour vous dire que quand il écrit, je le vois pas parce que souvent il écrit de nuit. Je me réveille le matin, je le vois devant l'ordinateur ou bien il me dit j'ai écrit toute la nuit. Donc souvent on le voit pas écrire. Ben si c'est en journée, bon c'est très concentré. Il est très concentré et tout. Voilà. Et il consacre beaucoup, il prend beaucoup de temps pour l'écriture ou c'est plus une certaine approche, il prend une heure par-ci, une heure par-là ou parfois c'est plus à rester dans la profondeur de la concentration. C'est comment? Non, c'est une heure par-ci, une heure par-là. Bon, il ne faut pas se concentrer toute la journée ou une demi. Non, c'est une heure par-ci, une heure par-là. Parce qu'il aime bouger. Il n'aime pas rester tranquille. Voilà. En plus, il le fait avec l'enseignement, parce qu'il est aussi enseignant, professeur. En même temps, évidemment, c'est quelque part un chercheur, on allait dire, hein, parce que Omar est très proche justement de la culture africaine. Et je sais que vous contribuez aussi à faciliter cette tâche qui est pas facile, j'avoue. Quel est en un mot, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à ce que vous avez senti là ce soir, par exemple? Qu'il continue, comme ça, quand il sera plus là, les gens verront ce qu'il a écrit, ce qu'il a laissé. Voilà, et ses enfants sont très fiers de lui. Moi de même. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci. On apprécie votre présence ici ce soir pour soutenir Momar et puis surtout pour voir un peu ce qu'il a apporté depuis peut-être 1 ou 2 ans pour faire ce bouquin. Quelle est l'approche que vous avez en tant que quelqu'un qui est proche de Momar? D'abord, c'est pas moi qui soutiens Momar, c'est Momar qui nous soutient. Momar pour moi c'est d'abord c'est un symbole de réussite, d'intégration dans la société française, mais d'une intégration qui ne renie absolument rien de ses origines et qui au contraire arrive à faire la symbiose de ce qu'il y a de meilleur dans l'une et dans l'autre, et qu'il traduit en ouvrage. Qu'il traduit dans des ouvrages qui font date, aussi bien sur son expérience en banlieue que sur sa vie, voilà, aujourd'hui, sur tout ce qu'il a amené ici en Europe. C'est pour moi un vrai symbole de ce point de vue-là, voilà, d'une sorte. Pour moi, c'est un pont entre deux cultures. Ben justement, ce pont, il le construit à travers l'écriture. Mais est-ce que vous connaissez un autre aspect qui est justement le côté transmetteur, le côté messager, missionnaire du savoir, en fait? Qu'est-ce que vous pouvez rajouter juste en un mot, en fait? Il y a une chose qui me frappe, alors là, dans la démarche de Momar, dans son quotidien, dans son travail d'enseignant, c'est la volonté qui est la sienne de ne jamais laisser les gens sur le carreau. Alors, toujours essayer de tirer de ses élèves le meilleur de ce qu'il peut faire. Et je me souviens d'une chose qu'il m'avait dit il y a déjà plusieurs années. Il m'avait dit des élèves qui sont en difficulté, le simple fait déjà d'en sortir un de la difficulté, c'est merveilleux. C'est une vraie réussite. Très beau témoignage, très beau. Le fait de proposer
un témoignage sur Momar parce que c'est quelqu'un qui est à la fois humble, il a une humilité et je ressens, voilà, donc je ressens la même chose un peu chez vous. Donc quelle est l'approche que vous avez auprès du personnage de Momar par rapport à son travail en tant qu'enseignant et ou surtout en tant que transmetteur? Oui, bonjour d'abord. Je m'appelle Badagay. Voilà, je suis de Ndande comme Momar aussi. Voilà, nous sommes issus de la même terroir, du même village, ou bien des grands villages même qui s'appelle Ndande, qui est dans la région de Louga, département de Kébémer. Voilà, je connais Momar pratiquement depuis, je le côtoie depuis presque 15 ans, mais je connais sa famille depuis voilà, la naissance, on peut dire, voilà. Donc, je le connais vraiment à travers mon père, voilà, quand je suis venu à Paris, avant, j'étais à Montpellier, je faisais mes études là-bas. Et dès que j'ai eu ma licence, je suis venu dans une école d'ingénieur à Paris et on m'a confié à Momar. Oui. Et depuis lors, voilà, on se côtoie vraiment et je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment humble, qui partage aussi. Voilà, il m'a beaucoup aidé aussi à connaître Paris, à connaître aussi surtout l'éducation aussi, à travers son nouveau bouquin Les Rescapés. Je l'ai déjà lu et c'est vraiment un excellent bouquin. C'est à lire. Donc, je me retrouve dans ce bouquin. C'est comme si, voilà, j'ai fait un peu le même parcours. Donc, au niveau de l'éducation, je pense quelqu'un qui connaît beaucoup l'éducation à travers ses enseignements au niveau des banlieues, des zones ZEP. Je pense que c'est ça qu'on l'appelle. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui sait former, voilà, des petits qui sont issus des milieux pas favorables. Donc, en tout cas, voilà, on espère que Momar va apporter beaucoup de choses aussi bien au niveau de la communauté sénégalaise qui est en France et aussi bien aussi que au Sénégal aussi. Je pense qu'avec avec sa manière de voir l'éducation, il peut apporter beaucoup de choses au Sénégal et en Afrique aussi. Voilà. En tout cas, c'est une personne qui est vraiment gentille, qui aime bien partager aussi. C'est un beau partage, voilà. Donc, en gros, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est ça qui me vient à l'esprit pour partager des choses avec maman. Voilà. Merci. Je vous remercie. Bon, est-ce que vous allez bien déjà? Bon. Bon, moi, je vais pas bien, je vais très bien. Parce que je vois dans cette salle, donc de la famille, des amis, et puis des collègues qui sont venus en masse. Franchement, je suis un peu touché de voir mes collègues même qui ont pris leur retraite, qui ont pris le temps quand même d'être là ce matin. Cet après-midi plutôt, excusez-moi. Madame Baudin, Michel, Philippe. Merci. Je tiens également à remercier toutes les personnes vraiment qui m'ont accompagné ces dernières années dans cette aventure d'écriture quand même, parce que je suis à mon 5e livre, ça commence à être sérieux. Bien sûr, je vais citer mes collègues, Jeanne et Dalila. C'était pas facile, hein? Je vous ai, comment dirais-je, souvent embêté dans la salle des profs, en salle C16, oui, c'est ça, la cantine, pour qu'elles m'apportent les corrections nécessaires, parce que c'est pas évident. Et effectivement, elles étaient disponibles tout le temps, vraiment, durant tout le parcours, en tout cas jusqu'à la finalisation du livre. Elles m'ont donné les corrections nécessaires. Vraiment, je vous ferai une grosse bise tout à l'heure sous l'autorisation de madame, bien sûr. Hein? Voilà. Donc, je remercie également, bien sûr, Malik Diarra, ici présent. Il n'est pas là par hasard, parce que c'est lui qui a été le premier à lire le manuscrit. Il y a à peu près 4-5 ans. Et après avoir parcouru le texte, il m'a dit, mon neveu, ou je ne sais plus, je ne me rappelle plus, tiens bon, ça ira. Et effectivement, je pense que je t'ai écouté. Et Malik Diarra, c'est quelqu'un qui est très généreux,
très effacé et pourtant il a fait beaucoup de choses. Hein. C'est quand même un des piliers du dialogue des cultures. Il a publié à cet égard-là beaucoup d'ouvrages. L'enfant de Balakos que j'ai lu, la rébellion des silences, mais des livres vraiment magnifiques quoi, qui nous parlent. Et ça, Malick Diarra, franchement, je t'encourage et te remercie. En tout cas, je ne regrette pas de t'avoir rencontré. En plus, tu es mon beau-frère. Ça, je l'ai découvert il y a quelques années. Quoi. Donc, merci Malick. Je n'oublie pas non plus les éditions L'Harmattan, qui sont là, hein, dans ce quartier mythique quand même, ce quartier du 5e, où se sont passées beaucoup de choses. Hein. La rue des Écoles, c'est connu surtout nous, Ibumbaï, Alioune Diop, présence africaine, qui était le premier Sénégalais issu de la diaspora qui a fondé une maison d'édition à 50 mètres d'ici, hein, en 1947 quand même, et qui a publié bien sûr des thèses extrêmement importantes comme celle de Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture, l'histoire générale de l'Afrique. Donc merci L'Harmattan et surtout son représentant qui gérait la collection Diaspora, Babacar Sall, qui m'a envoyé un message du Sénégal ce matin. Un message très touchant. Babacar, c'est quelqu'un qui a toujours été disponible vraiment pour accompagner la diaspora vers l'édition. Donc, je n'oublie pas. Moudignan, je ne peux pas ne pas citer Moudignan, donc, qui a fait la préface. C'est un militant infatigable vraiment de la cause sénégalaise. Quoi. Il est malade, c'est pour ça qu'il n'est pas là, mais il avait souhaité être parmi nous. Voilà, si je commence à lister, je pense qu'on va passer l'après-midi dessus. Donc, si vous voulez bien, Malick, je te laisse un peu la parole avant d'entrer dans le but du sujet. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et ndokle à toi. Ndokle en Wolof, ça veut dire félicitations. Et je le félicite pour ce parcours d'un rescapé. Il y a des livres qu'on lit, puis il y a des livres qui nous lisent, qui nous sondent, qui nous réveillent, qui nous révèlent des aspects de civilisation et qui nous interpellent. Parcours d'un rescapé, lorsque je l'ai refermé, j'ai eu le sentiment profond de sortir d'une école de conscience, d'une école d'élévation spirituelle, d'une école d'apprentissage et d'une école de responsabilité. Momar Sokhna Diop a ramassé du bois mort à Ndande, sa ville natale, à Koki, là où il est initié au Coran, à Ziguinchor, à Saint-Louis du Sénégal, Ndar, et à Dakar, pour faire le fagot de sa vie. Le fait d'écrire des lettres dans sa tête, sans se laisser ni brider, ni briber, ni embrigader, lui a permis de survivre. Cela lui a donné la faculté de se jouer de certaines restrictions pour créer du prévisible dans l'imprévisible et de s'approprier les grillons de son destin. Momar ne peint pas ce qu'il voit devant lui. Il peint ce qui est en lui. Écrivain de synthèse instinctive et authentique, il a la capacité de créer un lac à partir d'une goutte de son initiation première. Enfant, il écoutait avec l'œil de son esprit la sagesse de ton grand-père qui lui disait si souvent à Koki, « Assieds-toi au pied d'un baobab et avec le temps, tu verras l'univers défiler devant toi. » Momar a écrit à l'instar de l'enfant noir de Kamaralai et de l'enfant de Balakos de toi-même pour intensifier son ressenti en s'arrimant à une force intérieure génératrice de savoir, c'est-à-dire de connaissance, de savoir-être,
le comportement, de savoir-faire, son expérience et de savoir devenir. Alors, l'on peut dire avec certitude que seul le temps dit ce que l'écrivain laisse dans les esprits et dans les cœurs. Un voyage au cœur du livre Parcours d'un rescapé permettrait sans doute à certains lecteurs de puiser les outils pour rebondir et bâtir une voie d'espérance. Merci. Merci Malik, mais comme j'ai l'habitude de le dire, hein, quand tu fais un discours aussi émouvant, il faut m'avertir parce que j'ai oublié mes mouchoirs quelque part. Là. Heureusement que j'ai pu contenir mes larmes. Bon, on va entrer dans le but du sujet, hein, le livre. Moi, j'ai écrit 5 livres, mais c'est une forme aussi d'engagement, hein, parce que dans mes livres, effectivement, j'exprime une certaine vision que j'ai de la vie aussi. On y reviendra tout à l'heure. Bon, Parcours d'un rescapé. D'abord sur la forme. Moi, je pense que le livre, il est pas mal quand même, quoi. Non, mais c'est vrai. Il est attractif. Donc, c'est pas moi, hein, le jeune homme là. À mon époque, il n'y avait pas de couleur. Mais moi, je trouve qu'il est attractif. C'est important pour nous qui travaillons dans les métiers du commerce et de la vente. En plus, il coûte que 14 €. Donc, vous pouvez l'acheter pour offrir un cadeau de Noël ou mettre dans votre bibliothèque. Hein, et vous penserez à moi souvent parce que bientôt, je vais partir à la retraite. Sur le fond, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de retourner un peu dans le passé, de revoir mon parcours. Non pas pour m'y complaire ou pour me glorifier ou quoi que ce soit, mais déjà, ça me fait du bien, quoi. Ça m'a fait du bien de retourner au passé. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et puis, deuxième chose, c'est pour vraiment extraire des ressources que j'ai envie de partager avec vous. Et cette introspection-là, effectivement, m'a ramené à Ndande, comme il vient de le dire. Ndande, en fait, c'est une commune située au Sénégal, dans la région de Louga, département de Kébémer. Un territoire qui est marqué par déjà la tradition Ceddo. Les Sénégalais, ils savent, Lat Dior Ngoné Latyr Diop, par exemple, qui a régné au Kayor pendant plusieurs siècles, enfin plusieurs années. Et dans ce territoire-là, gamins, on était éduqués sur des valeurs extrêmement fortes, le respect. On avait intérêt d'ailleurs à respecter les règles, sinon on risquait d'avoir de vraies fessées africaines. La valeur travail, moi je l'ai connue. Toutes les familles étaient impliquées, soit dans les activités professionnelles des parents ou dans les activités agricoles. Et c'était tellement important que ça permettait aux familles de résoudre plusieurs problèmes qui se posent aujourd'hui dans le monde. Le problème de l'autosuffisance alimentaire. Moi, je n'ai pas connu ces problèmes-là quand j'étais jeune. Nos parents cultivaient du mil et les mettaient dans des greniers qu'on appelle les sacs et on allait se nourrir 2 ans même avant d'utiliser la récolte qui arrive. Donc, et puis bien sûr de favoriser ce qu'on appelle le consommer local. Ça, je pense que c'est des valeurs qui étaient là déjà et qu'on a tendance à oublier. Et nous qui, quand on était enfants, Malik, tu peux témoigner, toutes ces valeurs-là, nous les incarnions à travers des activités culturelles. Par exemple, il y avait les Nawetan, il y avait il y avait aussi la lutte traditionnelle qui est devenue d'ailleurs très populaire au Sénégal, qu'on appelle le Mbapat, qui permettait bien sûr aux hommes, aux garçons, de montrer leurs muscles, ce qu'ils savaient faire avec leur force. Et puis les filles, par exemple, avaient des plateformes qui leur permettaient, par exemple, de s'exprimer par la danse. Hein, le sabar, les Sénégalais savent ce que ça veut dire. Et c'était une manière aussi de montrer ce qu'elles savaient faire avec leur corps. D'ailleurs, il y a des experts qui disent que ces femmes que je raconte, comme Senghor l'a bien décrit dans un poème, avaient le rythme dans la peau.
Bon, enfin, moi, je ne le dis pas, mais c'est vrai. Ils avaient le rythme dans la peau. Mais ce qui est très important aussi, c'est que, comme Malik, tu viens de dire, moi, j'étais à l'école coranique. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans l'école française. Donc, il fallait à 9 ans apprendre à lire, écrire en français et calculer en français. Donc, et c'est l'école surtout qui va devenir vraiment la locomotive de ma mobilité géographique, de ma mobilité scolaire, professionnelle, voire même sociale. Parce qu'à travers l'école, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai été à Kolda. J'expliquerai tout à l'heure les raisons pour lesquelles je me suis retrouvé dans cette région. Ensuite, j'ai été à Ziguinchor, à Thiès, à Saint-Louis, puis à Dakar. Et à Dakar, j'ai eu la chance d'obtenir le baccalauréat et puis bien sûr de me retrouver dans une ville en France qui s'appelle Angers. Et j'ai découvert ce qu'on appelle la douceur angevine. Et ce qui était fascinant et qui m'a marqué, c'est que les mêmes valeurs que je retrouvais en Ndande quand j'étais enfant, je les ai retrouvées à Angers. La solidarité, le respect, le vivre ensemble. Et d'ailleurs, heureusement, je pense que c'est ce cadre-là favorable qui m'a permis de faire des études et d'obtenir les diplômes pour lesquels j'avais quitté le Sénégal. Et bien sûr, après un bac plus 5, le retour au pays natal, c'était évident. Donc, je suis rentré au Sénégal, je me suis confronté au marché du travail. Et puis, bien sûr, je suis revenu en France. Et en France, des petites fenêtres se sont ouvertes. Donc, de petit boulot à petit boulot, je me suis retrouvé vacataire, contractuel. Et puis, enfin, je me suis retrouvé à passer le concours et à devenir quand même professeur titulaire, fonctionnaire de l'État. C'est pas mal quand même, hein? Donc, ça mérite des applaudissements quand même. Dis-donc, je trouve que vous êtes radin en applaudissements. Mais c'est normal, c'est normal. Je ne suis pas une star, je n'ai pas écrit un livre en 15 jours dans une prison, en sortant de prison. Ouais. Donc, et ce qui est aussi très important, c'est que c'est ce parcours-là, ce parcours, vous vous rendez compte qu'il n'a pas été facile. Mais c'est ce parcours qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Et je le dis avec fierté, je suis quand même quelqu'un de sympa, non? C'est pas mal, hein? Bon. Sinon, on ne serait pas là. En plus, donc, en dehors de cet aspect sympathique-là, c'est ce parcours quand même qui m'a amené à m'engager sur des causes justes. Si je prends par exemple l'éducation, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais monsieur Diop, vous êtes professeur à Aubervilliers depuis combien de temps? Vous n'en avez pas marre, vous ne partez pas ?» Je leur dis non, je ne me suis jamais réveillé en me disant « J'y vais pas ». Et c'est vrai. Ouais, et c'est vrai. Et mes collègues ici présents, que je remercie encore, peuvent le témoigner. Et moi, je leur rends vraiment un grand hommage parce que avant d'être enseignant, j'étais dans le privé. Mais l'idée selon laquelle les enseignants sont des fonctionnaires qui sont toujours en vacances, il faut évacuer cette idée-là. Je vous assure que si vous venez à Aubervilliers, pour ne pas le citer, nous accueillons des élèves en difficulté, des élèves des fois très difficiles, et ce n'est pas de la tarte aux pommes. Hein. Et mes collègues sont toujours là pour les accompagner vers la réussite. Elles méritent des applaudissements. C'est vrai. Donc, cet engagement que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des paroles, hein. Je l'ai manifesté aussi par la pratique. Je viens de le dire. Et puis, bien sûr, j'ai publié un bouquin, ce n'est pas n'importe quoi, qui s'appelle « Enseigner en banlieue, une mission possible ». Et effectivement, dans ce livre, je justifie tout ce que je suis en train de vous dire. Mon engagement dans l'éducation pour que les jeunes en difficulté, les jeunes difficiles puissent réussir leur projet. Ensuite, cet engagement, je l'ai exprimé bien sûr aussi à mon pays natal. Parce que bon, c'est normal que ce pays qui a investi quand même dans ma formation, que je puisse au moins qu'il y ait un retour à l'investissement. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. En 2010, par exemple, en tant que président d'une association, pas président du pays, hein, voilà,
Donc, moi, président, qu'est-ce que j'ai fait d'une association? Donc, j'ai été à l'origine d'un projet dans le cadre d'un partenariat bilatéral entre la France et le Sénégal qu'on a saisi. Et on a monté en 2010 une maternité équipée au Sénégal. Et je peux vous dire que quand je retourne et que je vois que les femmes sont de plus en plus soulagées, je me dis, merde, quoi, excusez-moi du terme, heureusement qu'on l'a fait, quoi. Et en 2015, l'association dont je suis toujours le président, donc, a porté un projet qui a monté un établissement scolaire qui accueille aujourd'hui 1500 jeunes dans mon village Ndande. Et ce qui est important, c'est que ces jeunes-là peuvent faire leurs études de la 6e jusqu'en terminale sans quitter leur famille. Et surtout, d'augmenter très fortement la scolarisation des jeunes filles. Parce qu'à Ndande, à 14 ans, en général, les filles arrêtaient les études et se mariaient et faisaient des gosses. Et aujourd'hui, nous pouvons remarquer, c'est des statistiques nationales, c'est l'un des meilleurs lycées du Sénégal. Et d'ailleurs, la meilleure élève du Sénégal, qui avait presque 19 de moyenne, est sortie de ce lycée il y a 2 ans. Et elle est ici peut-être même. Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas venue? Non, elle révise. Elle révise. Elle est dans une école d'ingénieurs aujourd'hui à Paris. Ouais. Donc actuellement, elle fait une école d'ingénieurs à Paris. Et moi-même, j'ai des nièces qui ont leur master et tout ça, alors que ça n'existait pas de notre époque. Donc effectivement, l'engagement aussi, il est là. Donc, personnellement, moi je pense que ce parcours a été difficile. Mais comme dit Edith Piaf, moi je ne regrette rien. J'ai pas une belle voix, sinon je l'aurais chanté. Peut-être Philippe, non? En tout cas, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Voilà, donc en gros, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Donc vous me posez 2-3 questions sympathiques pour ne pas me mettre en difficulté. Et puis après, on va boire et manger un petit peu. Merci, je vous remercie. Merci. Oui, on va faire. Momar, je voulais saluer Momar, le féliciter, mais aussi saluer M. Diarra, le doyen, mais aussi Mike, qui est aussi une autre fierté de notre pays. D'abord, il y a 20 ans à peu près, j'étais à ta place, Momar, pour présenter mon premier ouvrage. Donc, revenir ici, ça me donne des frissons. Et aussi, Momar, d'abord, c'est le côté humain. Il l'a démontré tout à l'heure. Il est très attachant, vraiment très, très sympathique, comme il l'a dit. Et notre rencontre, ce qui m'a marqué de notre rencontre, c'est justement cette sympathie-là, voilà, ce côté respectueux qu'il a. Mais également, Momar, c'est l'intellectuel. Il aurait pu se limiter aux chiffres, en gestion, les chiffres, mais il a quitté ce domaine pour se déporter un peu sur la littérature. Il le fait bien, il n'est pas à son premier livre. Et Momar aussi, c'est l'engagement, parce qu'un intellectuel aussi, c'est pas les diplômes. Les gens se trompent en définissant un intellectuel comme quelqu'un qui a des diplômes, mais un intellectuel, c'est un engagement. Voilà. Est-ce que André Gide était obligé de s'engager pour la cause congolaise? Non. C'était un écrivain respecté, il n'était pas obligé de se mêler de ces questions. Est-ce que Zola était obligé de se mêler de la cause de Dreyfus? Non. Mais c'était un intellectuel, il devait s'engager. Mais toi aussi, tu t'engages pour des causes que tu as citées tout à l'heure, auprès des jeunes filles dans ton terroir, mais aussi pour ton pays. Ton patriotisme ne se démontre plus. Et en même temps aussi, tu sers bien le pays dans lequel tu travailles, c'est-à-dire ici en France, en enseignant dans des lycées difficiles comme tu l'as cité. L'autre aspect que je voudrais mentionner pour terminer, c'est que vraiment, Momar aussi, c'est cette générosité-là. Parce qu'il faut être généreux pour partager son expérience. Parce que le livre, les jeunes qui vont le lire vont voir ton itinéraire, vont voir ta résilience et vont s'identifier à toi à des moments difficiles. Parce que tout le monde a vécu ces moments difficiles. Tous les immigrés qui vont quelque part dans le monde vivent ces difficultés-là, mais à force de résilience, de travail, y arrivent. Et je pense que c'est ça le message de ce livre. Voilà, de dire aux jeunes, accrochez-vous,
le succès est au bout de l'effort et que rien n'est impossible. En tout cas, félicitations, Momar. Et nous attendons encore d'autres livres. Merci. Des combats même politiques pour que notre pays aille mieux, quoi. Bon, voilà, merci. En tout cas, tu as dit. D'ailleurs, le livre, c'est ça le sens. Moi, je vois, par exemple, le lycée de Nandra qu'on a créé. Ils en ont commandé quand même une grosse quantité pour que les enseignants puissent s'en servir comme support pédagogique. Ça, j'étais content de voir ça, quoi. Voilà, quoi. Merci, Doudou, merci. Je voulais ajouter quelque chose. Oui, si tu veux, ouais, allez-y. Le même sillage que se posait Senghor en son temps, l'ouverture et l'enracinement. Et ce livre, pour moi, je ne l'appelle pas rescapé. C'est un livre de reconnaissance. D'abord, il a commencé par son initiation première, l'initiation ésotérique chez lui. Il est venu trouver autre chose. Il a changé de paradigme tout en restant lui-même. Ce qui veut dire que il a mis un pont spirituel entre les deux peuples. Parce que ni la couleur, ni la race n'ont valeur. Ce qui a une valeur, c'est l'amour qu'on se porte mutuellement. Et ce que nous avons ici en France, je vous dis, je dis pas non, on ne peut pas avoir comme les 75% dans notre pays. Parce que moi, je dis que la patrie de l'être humain, c'est là où on le respecte, on l'aime, on l'encourage, on l'élève. C'est là la patrie humaine. Et il réunit en lui le triptyque de Terre de Chardin. Vision, conscience et prospective. Dans cette prospective, il met davantage de discernement. C'est pourquoi ces livres accrochent. Merci, Marie, merci. Merci de cette contribution. Alors, je disais, oui, Momar, ça rejoint un petit peu tout ce qui a été dit. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un livre qui ne peut pas rester effectivement sur une étagère. Il faut qu'il soit entre les mains des jeunes parce qu'ils ont besoin de cet élan et ils ont besoin de se projeter et ils ont quelque part besoin de réussir. Ils veulent réussir, c'est pas parce qu'ils traînent des pieds que voilà. Et donc non à l'étagère, oui au combat. Là-dessus, moi, si tous les CDI de France l'achètent, je suis riche demain. On peut essayer de faire ça. Bon, c'est une autre paire de manches. En tout cas, merci Michel de ce témoignage. Merci. Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être présent. Momar, d'accord. Momar, je n'ai pas eu encore la chance de lire le livre, mais je le sens. Je le sens d'une sensation très profonde, puisque connaissant l'auteur, pour son intelligence, sa capacité à créer, sa détermination et son engagement de tous les temps pour beaucoup de causes. Plusieurs fois, on a été dans des manifestations pour revendiquer des droits spoliés par des chefs d'État. Donc, c'est quelqu'un qui est engagé. Son engagement date de maintenant. Et quand il a évoqué le lieu d'où il est né, en Ndande, moi, c'est en Ndande que j'ai eu les premières sensations. C'est là-bas que j'ai admiré le soleil, la lune, les étoiles. C'est en Ndande que j'ai entendu la symphonie du vent. Puisque c'était la première fois que je voyais des ânes, des dromadaires, des maures. Quand on m'envoyait au marché, j'ai revenu toujours très tard, parce que c'est la première fois que je découvrais tout ce monde que je ne connaissais pas, étant citadin. Donc, puisque mes parents sont d'origine de Ndande aussi. Je connais Momar, qui est un ami de mon petit frère Alioune Mbaye. Donc, je le connais depuis presque, je ne vais pas dire les années, parce que ça va nous rendre vieux. Je ne vais pas parler des années. Mais Momar, félicitations. Je te connais et je sais que tu es sincère. Tu n'es pas sympathique, tu es attachant. Il est respectueux. Il ne laisse pas aucune occasion pour te manifester son affection. C'est quelqu'un de bien. Momar, c'est le... et tout à l'heure, quand tu parlais du rythme de Senghor, et
j'ai pensé à une paraphrase quand quelqu'un disait que nous sommes les hommes et les femmes de la danse dont les pieds reprennent vigueur en touchant le sol dur. Voilà. Donc, Momar, félicitations. Et je ne peux pas parler de Momar sans parler de sa femme aussi, qui est là, qui est une femme qui est une merveille. De sa belle-sœur, de sa fille Mariam et de la femme de mon frère, Papa Alunba, qui est là, Penda. Sans oublier tous les autres. Je vois Ndaï Fall, que je n'avais pas vu, Elage Kassé qui est caché. En fait, là, il y a des gens, celui qui est là aussi, le jeune homme, son neveu. Je vois ici dans la salle des gens que je connais depuis presque une cinquantaine d'années. Ça veut dire que c'est vraiment une relation très, très forte, très puissante. Donc voilà, chers amis, merci d'être venus. Et Momar est un exemple. Merci, Momar. Tu peux rougir, hein? Merci, Ibrahim Mbaye. Qu'est-ce que je voulais dire, que je voulais rajouter? Merci. De toute façon, on se connaît, on se voit. D'ailleurs, il parlait tout à l'heure de Papis, son petit frère. Papis, donc, son petit frère, on se connaît depuis 1974, hein, et on ne s'est jamais quitté. Et d'ailleurs, je suis le parrain de son fils. C'est pas rien, hein. Donc, merci en tout cas, hein. Bonjour déjà, bonjour à tous. Tout d'abord, moi je connais Momar depuis que je suis né, 2001. Donc ça fait pas très longtemps que je suis. Et je tiens à dire que j'ai acheté ton livre, mon premier chèque de mon CDI. Reviens-toi directement. Donc merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier ta femme qui m'a vu arriver sur Terre directement, la numéro 2 dans ma vie. Donc je tiens à remercier du fond du cœur du fait que tu prends soin d'elle tous les jours. Et j'espère, hein, faut que tu cuisines plus, toi. Hein. Mais bon, du coup, je vais poser une question parce que du coup, quand tu parles de ce livre, tu visais, en tout cas, tes pensées vont vers la jeunesse. Donc, tu veux transmettre quelque chose à la jeunesse. Et donc, ma question, c'était de savoir, pour résumer ce livre, qu'est-ce que tu voudrais transmettre à nous, les jeunes, qui veulent penser au Sénégal, qui veulent penser à la France, à leurs relations, et comment tu voudrais potentiellement que ça évolue dans le futur. Qu'est-ce que tu vois dans le futur de cette relation? Donc, merci beaucoup. Pierre, moi, je pense que c'est important de penser aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, parce que, comme je l'ai exprimé dans l'ouvrage, moi, quand je suis arrivé en France à Angers, il y a 40 ans, ce que j'ai connu comme valeur, la solidarité, tout ça, j'ai l'impression que toutes ces valeurs-là sont en train de se perdre. Quand on regarde aujourd'hui, le jeune, il rêve de quoi? Il n'écoute plus le maître, il n'écoute plus le professeur. Le jeune, ce qui l'intéresse maintenant, c'est de gagner de l'argent très vite, beaucoup d'argent, sans cette valeur de travail-là dont j'ai beaucoup parlé. Moi, aujourd'hui, quand je vois les jeunes, qu'est-ce que tu veux faire? Nos élèves, hein, quand on les interroge, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? C'est influenceur. C'est quoi ce métier, quoi? Je ne connais pas, hein. Influenceur, guetteur, même j'ai entendu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Et au mieux, c'est courir après un ballon. C'est des métiers, peut-être, moi je ne les connaissais pas. Nous, le ballon, c'était pour le loisir. C'était un moyen, bien sûr, de consolider les relations, mais ce n'était pas pour gagner de l'argent. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ce livre-là replonge dans l'histoire pour dire qu'avant, effectivement, il y avait des valeurs quand même qui étaient solides. Ces valeurs n'ont pas disparu, hein. C'est comme ça nous arrange de les mettre dans un tiroir. Il faut réouvrir le tiroir. Moi, je pense qu'on en a besoin. Sinon, on va se retrouver avec une jeunesse, effectivement, de plus en plus paumée, entre guillemets, excusez-moi du terme. Et nous qui sommes dans l'enseignement, franchement, nous souffrons de ça, quoi. Et ça, je pense que c'est extrêmement important qu'on revienne sur ces questions-là. La valeur de travail, c'est fondamental. Dans tous les domaines, hein.
le respect. Mais aujourd'hui, se faire respecter, c'est quelque chose quand même, quoi. Hein. Donc, Pierre, en gros, voilà. Moi, ce livre-là, ce que je pense que c'est important de revisiter ces valeurs du passé et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Donc, le message, c'est ça, le message fort. Et puis, le deuxième message aussi, c'est, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, Doudou, c'est de montrer que quelles que soient les difficultés qu'on rencontre dans la vie, il y a quand même un espace des possibles, comme disait Pierre Bourdieu, quoi. Voilà. Oui, je m'appelle Badagay. Je suis d'Indande aussi. Hein. Il y a beaucoup de... La grande ville de Ndande. Oui, exactement. Voilà. J'ai un peu le même parcours au début de Montmartre. Voilà, j'ai eu mon bac aussi. Je suis venu en France directement. Donc, j'étais venu à Montpellier. Et je connais Montmartre. Nos parents se connaissent déjà. Ils se connaissaient. Donc, c'était un petit village. C'était un petit village, mais là, c'est une ville. Voilà, on peut dire. Maintenant, c'est un gros village, on peut dire. Et donc, quand je suis venu à Paris, dans la région parisienne, c'est mon papa, voilà, un frère de mon papa qui m'a confié à Montmartre. Et vraiment, il m'a beaucoup facilité au niveau de la résidence pour continuer mes études d'école d'ingénieur à Paris. Donc, je le remercie énormément sur ça. Ça m'a beaucoup touché. Et ça a touché aussi ma famille. Donc, excuse-moi. Donc, Montmartre, c'est la simplicité que je le connais. Quelqu'un qui est simple, qui est vraiment un intellectuel aussi, dans le bon sens du terme. Voilà. Parce que quand tu discutes avec Montmartre, tu sens qu'il y a quelque chose sur lui. Voilà. Ensuite, il m'a offert ce livre. Je l'ai lu. Je pense qu'à 2 jours, je l'ai lu dans le train pour aller au boulot. Parce que voilà, c'était vraiment passionné. Parce que parfois, ça me rappelle aussi mon enfance, mon parcours. Ensuite, les difficultés que les étudiants qui sont ici se rencontrent. Ensuite, la manière dont il s'est débrouillé et s'est façonné pour réussir ce qu'il est devenu. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas facile et il a réussi à le faire. Donc, en tout cas, voilà, je suis un peu ému, donc je ne vais pas durer un peu le discours. Donc, mais en tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui est sympathique. Voilà, il m'a offert ce livre lors de la naissance de mon deuxième fils. Donc, il est venu chez moi, il m'a offert ce livre et je lui ai dit... non, je vais acheter un autre. Je vais acheter un autre pour le donner à ma femme. Voilà. Donc, c'est vraiment gentil et je remercie à tout le monde. Il est le produit de ce que je venais d'évoquer tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que le fait qu'on s'est battu vraiment pour créer des infrastructures scolaires, ça leur a permis de faire des études, d'avoir le bac, et puis il est ingénieur maintenant, c'est pas rien, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, madame, bon courage, hein. Nous, on est là. Si vous avez besoin de conseils, avant qu'on parte à la retraite définitivement, on est toujours disponible. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis Madame Thiam Daïfal. Bon, je vais pas parler de Montmartre parce que je pense que si je commence à parler de lui, je vais pas poser ma question. Donc, je vais commencer par chialer et je vais pas y arriver. Donc, voilà, la personne de Montmartre, je passe. Donc, ma question, c'est... donc, est-ce que, par exemple, Montmartre, tout à l'heure, vous parliez bon, je sais que déjà, je vous félicite pour le livre, qui est vraiment... bon, pour parler de résilience, vraiment, c'est ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment un exemple de résilience et de persévérance, quoi, dans la vie, hein, pas que dans des études et dans la vie de tous les jours pour tout le monde. Moi, ma question est, tout à l'heure, vous parliez de la transmission des valeurs. Est-ce que comptez-vous, parce que je pense que ce serait une bonne chose, de faire des interventions au niveau du Sénégal, plus précisément au niveau de Ndande, au niveau du lycée de Ndande, je précise le lycée Abdoulaye Fall de Ndande, mon père, dont je suis très fière, et pas que au niveau de Ndande, mais de toute la région, même de département de Kébémer, région de Louga, parce qu'en fait, tout à l'heure vous disiez que il y a des interventions des enseignants qui se basent sur le livre, mais vous, l'auteur aussi sur place,
intervenir au niveau du lycée de Ndande et même de toute la région de Louga, je pense que ce serait une bonne chose. Et est-ce que ça, avez-vous ce projet? Et ça suppose aussi que vous partez pas au Sénégal en été, hein. Vous partez pendant l'année scolaire, pendant vos vacances. Donc voilà, moi je pense que ce serait une bonne chose. Et je vous remercie tous. C'est de ma famille lointaine, enfin très proche plutôt. Et puis le lycée là dont je vous parlais en fait porte le nom de son père. Et c'est moi qui avais choisi ce nom-là et qui l'avais proposé bien sûr. Aux structures, enfin, autorités politiques de la localité. Pourquoi? Parce que son père, c'est quelqu'un qui était très investi dans le domaine de l'éducation nationale. C'est lui qui avait créé les collèges, des écoles avec ses propres moyens. Il était le directeur des éditions africaines à Dakar, quoi, que vous connaissez. Hein. Et donc, Ndaye, franchement, je te remercie de cette idée-là. Ce projet-là, effectivement, ça me trotte dans la tête. Parce que je pense que notre pays, le Sénégal, a besoin, pour sortir en tout cas des difficultés auxquelles il est confiné depuis 1960, donc date à laquelle il a accédé à l'indépendance, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Effectivement, je fais partie quand même des gens qui ont travaillé sur le projet de l'actuel régime en place au Sénégal. Parce que je faisais partie de la section des cadres, je fais toujours partie de la section des cadres, qui a réfléchi sur les orientations que l'éducation nationale doit prendre. Et effectivement, ce que tu viens de dire là, c'est un bon projet que je puisse, où il n'y a pas que moi, hein, il y a plusieurs Sénégalais aussi qui ont le même profil que moi, hein, que plusieurs Sénégalais puissent effectivement aller échanger au niveau des établissements scolaires. Je vais transmettre ça au ministre de l'Éducation nationale. Je pense que ça pourrait aboutir. Merci Ndaye de m'avoir donné cette idée-là. Donc, tout comme Ndaye Fall, moi, je vais pas entrer dans le témoignage, hein, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, et on pourrait rester là plusieurs heures encore. Moi, ma question est relative au fait que Momar, dans les écrits précédents, a toujours parlé, traité des sujets plutôt dans le collectif, en fait, hein, dans toutes les préoccupations collectives. L'enseignement en banlieue, ça concerne vraiment plus le collectif. L'émergence au Sénégal, etc. Donc, ce sont des préoccupations qui sont plus liées au collectif. Aujourd'hui, nous voyons un roman, on va dire, qui est plus personnel. Et d'où vient ce besoin de s'exprimer sur soi-même, sur son passage, enfin sur ses expériences. Et est-ce que également c'est une nouvelle orientation vers le roman, vers le narratif plutôt, quoi. Merci déjà Kassé d'être là et puis de prendre la parole. Kassé, hein, c'est pareil, c'est un ami que je connais depuis une cinquantaine d'années. Kassé, hein, on a fait les 400 coups ensemble à Dakar. Hein. Maintenant, on est sage, quoi. On est devenu sage. Donc, voilà, merci d'être là. Bon, non, moi comment dire, ce livre-là, je l'ai dit au départ, hein, quand je présentais le livre. Moi, mon objectif, c'était pas de montrer que, voilà, mon passé était glorieux ou pas. C'était juste, comme j'ai dit, ça m'a fait du bien, quoi, de retourner au pays, comme on dit, quoi, par l'écriture. Et puis, deuxième chose, c'est vraiment dans ce livre, si vous l'avez lu, il y a deux parties. Il y a ce côté-là, quand même, aussi engagement que je viens de dire. Et je pense que c'est ça, de partager aussi une vision que j'ai aussi de mon pays d'origine et de mon pays aussi d'accueil. Donc, c'est ça, il y a ces deux aspects-là. C'est pas un roman pour un roman, hein, parce que c'est pas je l'ai pas écrit comme les romans classiques. Je l'ai écrit surtout dans l'optique aussi de revendiquer, de proposer aussi des alternatives, par exemple, dans le domaine de l'éducation et puis bien sûr, dans le domaine politique de mon pays, quoi. Donc voilà, il y a ces deux facettes-là, c'est ce côté partage et puis voilà, quoi. Et puis le fait aussi que d'écrire, de retourner dans mon passé, ça me fait du bien. Je pense que entraînez-vous à faire ça, ça fait du bien, hein, de savoir d'où on vient. Oui. Ça peut nous aider à mieux vivre aujourd'hui et de construire notre avenir. Hein. C'est voilà, quoi. C'est un classique, quoi, comme on dit. La transmission. Voilà. Malik, tu voulais rajouter quelque chose? Pour la transmission, la première question qu'on doit se poser, parce qu'elle est générationnelle. Ah, plus fort, peut-être. Elle est générationnelle parce qu'en fait,
à partir de 1980, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on transmet à l'autre. Est-ce que nous, on a appris à rattacher la nouvelle corde à l'ancienne corde? C'est l'éducation que nous avions reçue. Mais il y a une rupture due à l'intelligence civilisationnelle. Aujourd'hui, dans le temps, à l'école, on nous éduquait. Les enseignants de l'époque nous aidaient à grandir. Mais aujourd'hui, les données ne sont pas les mêmes. L'école n'est pas faite pour éduquer l'enfant. Il y a la part des parents. Et les parents n'osent pas éduquer leurs enfants, leur dire. C'est pourquoi il y a une sagesse qui a été dite au 6e siècle par le 4e imam du prophète Mohammed qui s'appelait Ali. Il a dit, apprenez à vos enfants ce que vous n'avez jamais appris, parce qu'ils sont nés à une époque différente de la vôtre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un questionnement. Il faut s'arrêter un moment. Aujourd'hui, on est dans notre maison, mais il y a une rupture entre la famille. Chacun est dans sa chambre avec sa famille. Sa famille, c'est le téléphone, l'intelligence artificielle. Et bien, c'est ça. Il y a une rupture. On ne peut plus. Parce que tu peux éduquer, donner des conseils, mais l'enfant écoute d'une seule oreille et il s'en va. On n'est pas maître de nos enfants. On n'est pas maître de nos enfants. On les a mis au monde, mais ils ont les mêmes références que nous. Donc, on respecte leurs désirs. Mais leurs désirs, les respecter. On n'a pas à donner une rhétorique moraliste. Moi, je ne donne pas à mes enfants une rhétorique moraliste. Je ne suis pas dans un truc d'école. Non. Je laisse faire. Mais parce que ce qui nous retarde aujourd'hui, les enfants ne s'étonnent plus, ils ne se questionnent plus, ils ne réfléchissent plus. Ils sont dans un mouvement qu'on appelle le mimétisme. Celui-là a fait ça, celui-là a fait ça, celui-là a fait ça. Ce qui veut dire que c'est eux qui vont venir. C'est pourquoi on dit il faut revenir à l'ancien temps. Dans l'ancien temps, il y a quelque chose de bien et quelque chose de mauvais. Il faut couper avec quelque chose de mauvais. Mais les enfants aussi nous apportent. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, nous apporte des choses. C'est pourquoi il ne faut pas rejeter. Il ne faut pas s'engager à dire que nous sommes des transmetteurs. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants aujourd'hui? C'est la grande question. Bon, si vous me permettez, on va prendre une ou deux personnes. Après, on va s'arrêter. On prend le temps de bien discuter entre nous. Et quand vous aurez bien lu le livre, on se retrouvera pour aller vraiment sur le débat intellectuel. Okay? Je rebondis sur ce que Malik a dit. La question que je me pose, est-ce que nous n'avons pas, nous, consommé les valeurs que nos ancêtres, que nos parents ont mis sur nous? Et est-ce que nous, aujourd'hui, en tant que parents modernes, nous avons reconstitué cette richesse que nous avons reçue pour le transmettre à nos enfants? J'ai l'impression que nous avons laissé l'éducation de nos enfants maintenant au numérique. Parce que nous avons tout consommé. Qu'est-ce qu'on a mis à la place? Donc, est-ce que les livres, comme le livre de Momar, ne nous ramènent pas à nos valeurs, à nos sources? Et qu'on est obligé de transmettre ce patrimoine à nos enfants? Donc, est-ce que la faute ne vient pas de nous autres parents, surtout nous autres parents africains, où nous savons que nous, les valeurs, c'est la famille, l'éducation. Moi, quand j'étais petite, dans la rue, je ne pouvais pas faire n'importe quoi parce qu'un adulte allait me corriger et ça arriverait aux oreilles de mes enfants. Aujourd'hui, tu regardes mon enfant comme il faut. Si quelqu'un regarde mon enfant de manière... Je suis la première à dire « Ah non, attention, c'est mon gosse ». Donc, je pense que nous avons consommé les valeurs que nos parents nous ont inculquées et qu'à la place, nous n'avons pas reconstitué ce stock. Denis, on s'est tué. C'est le silence qui a tout tué. On n'ose plus. Cette audace-là nous manque en tant que parents. C'est ça le problème. Moi, je peux rajouter... Et puis aujourd'hui, toutes les jeunesses du monde sont pareilles, au Sénégal, en France. Hein. Il y a la mondialisation. Faut pas se leurrer. Hein. Ah oui. Moi, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place, quoi. Ce que vous êtes en train de dire, je pense que l'école peut résoudre ce problème-là. Mais il faudra redonner à l'école sa vraie place. Parce que moi, j'ai connu l'école publique, hein, comme la plupart d'entre vous.
cette école-là, effectivement, qui s'était mobilisée, en tout cas, pour nous faire prendre l'ascenseur social, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, j'ai des parents qui n'ont jamais parlé français, hein, qui étaient agriculteurs. Et aujourd'hui, je suis devenu enseignant. C'est parce que l'école avait joué son rôle. Mais aujourd'hui, cet ascenseur social-là, est-ce qu'elle existe? Peut-être qu'elle est en panne même au 4e sous-sol, hein, comme dirait l'autre. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on se mobilise pour une école publique, quoi, qui est par terre aujourd'hui. Et c'est pas, la faute n'est pas aux professeurs ou aux parents, c'est tout le monde qui est responsable. Les politiques, les familles, les enseignants, voilà. Je pense que si on se donne la main, on pourra réussir quand même à avoir une société, effectivement, où les valeurs comme le respect, le travail vont prendre le dessus et ça ira mieux, hein. Enfin, c'est mon point de vue personnel. Je ne sais pas si vous le partagez ou pas, quoi. Alors, par rapport à mon point de vue, en tant que personne jeune d'aujourd'hui et la génération qui va commencer à rentrer dans le monde du travail, à l'école, ce que j'ai appris, c'est uniquement un seul point de vue et l'individualisme. On n'a jamais, par rapport à quand j'étais en université, c'est la première fois que j'ai fait un travail en groupe uniquement, ou voire majoritairement entre 40 et 60% de notre travail qui est évalué était un travail en groupe. Mais quand j'étais à l'école, jusqu'au lycée, je n'ai appris que l'individualisme. Il fallait juste être meilleur que les autres, et c'est tout. On n'a aussi appris qu'un seul point de vue de l'histoire. Ce que j'ai appris de ce qu'aurait pu faire la France, par exemple, dans sa colonisation, je l'ai appris moi-même, tout seul. On m'a pas appris les choses qu'on a pu faire. On m'a appris qu'un seul point de vue. Donc, si je n'avais pas cherché par moi-même, j'aurais pu terminer comme tout le monde et rejeter tout type de point de vue différent de le mien. Donc, j'ai dû apprendre tout seul. Maintenant, pour moi, la question que j'aurais, c'est comment réformer le système scolaire afin qu'on finisse cette individualité, qu'on puisse rendre une place plus importante à la pensée de groupe, et aussi qu'on puisse redorer les différentes pensées des uns et des autres, et qu'on puisse les accepter et les partager sans forcément se battre, comme sur les plateaux de télé de CNews ou de BFM, qui n'apprennent qu'une chose aux gosses, c'est que les adultes ne font que se battre, ne sont jamais d'accord avec les uns et les autres, et c'est mon point de vue ou rien d'autre. Donc comment redorer la place du débat, et j'aime même pas parler de débat, j'aime pas dire débat, moi j'aimerais qu'on passe d'un débat à une discussion réelle pour trouver des accords et pour trouver une solution pour tout le monde, que ce soit en France, dans le monde ou bien même au Sénégal, pour qu'on puisse avancer ensemble. Voilà. On va transmettre ça au ministère de l'Éducation nationale. Ils vont peut-être tenir compte de vos propos pour réformer le système, quoi. Il y a une autre question, une dernière. Bonjour à tous. Mais il n'y a pas de son. Bonjour à tous. Moi, je ne pose pas de questions. Je m'adresse à l'homme, à Momar. Momar, le communicateur. Momar, je ne sais pas comment définir Momar. Puisque Momar, ce qu'il fait, il le fait au niveau de ses amis et au niveau de la famille. Au niveau de la famille, il est unique. Il est unique. Et moi, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais. Voilà. Tout ce qui s'est dit, effectivement, me touche. Je me rencontre finalement que je suis quelqu'un de bien, d'après vos d'après vos dires. Donc, non, mais c'est sympa parce que d'habitude, déjà pour vous mobiliser, votre présence quand même justifie ce qu'on vient de dire. Parce que bon, je pense que vous avez d'autres chats à fouetter que de prendre votre après-midi pour venir discuter sur le parcours de rescapé de Momar. Donc en tout cas, je vous remercie tous d'être là.
Et j'espère qu'on va le faire des années et des années, hein, en bonne santé. Je crois que c'est le plus important. Hein. Quant à moi, bon, j'ai essayé et j'essaie de faire ce que je peux. Et puis voilà, bon, j'espère que quand je serai plus là, il y a le naïr, on dira, ah, au moins Momar avait contribué à développer des choses dans son pays d'origine et dans son pays d'accueil. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Ça va, j'étais à la hauteur. T'as été très bien, t'as été parfait comme toujours. Toujours, je suis pas sûr. Comme souvent, comme très souvent. Non, restez sympa. Bon, mais merci à vous. Hein. Et tout ce qu'on dit les gens, c'est exactement ce qu'on pense. Merci. Mais ça te caractérise. Ils ont oublié l'une de tes qualités. Ils ont oublié une qualité qui est aussi essentielle, je trouve. Tu es extrêmement reconnaissant. Tu as une reconnaissance, c'est-à-dire quand on t'aide, c'est tu dis merci à vie. C'est ça et ça et merci, ça. Merci, Non mais tu n'oublies jamais et ça c'est. Merci. C'est très voilà. Non mais c'est une qualité, cette reconnaissance incroyable que tout le monde n'a pas, parce qu'on oublie parfois. Moi la première. Je ne partirai pas seule. J'ai écrit voilà, rapidement. Pardon, on se voit bientôt. Ah oui, puis merci. Déjà chez Valérie. Merci à toi. On passe il faut nous glisser. Hein? Mais tu vas bien? Oui, ça va. Il y a un petit gamme quoi? Non, pas mon fils. On l'a dit pas bon, pas du tout. Non. Ama makmal. Ok. Mais là, nous nous. Ma famille, il connaît l'Afrique, il connaît la profondeur du savoir et de l'esprit du partage. Il sait que d'une ouverture, on peut aller vers la construction et carrément transformer. Il sait exactement ce que veut dire le savoir-faire et le savoir-vivre. Donc là, on a Momar, qui est de Nand, parce que quand on dit Nand, c'est Nandal. Nandal fait savoir, donc il y a un côté transmission, mais c'est surtout aussi
dans cet esprit de partage, on sent que Momar est très proche de vous parce que vous l'avez présenté. Ce soir, aujourd'hui, vous l'avez fait honneur. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter en plus de ce que vous avez dit depuis? Ce que je dis, c'est... Moi, je ne chante pas l'être humain. Ce qui m'intéresse chez l'être humain, c'est ce qu'il peut m'apporter dans l'esprit. Parce qu'il y a la connaissance, le savoir qui résume la connaissance, le savoir-être, c'est le comportement, le savoir-faire, c'est l'expérience, et le savoir-devenir, c'est la prospective. Qu'est-ce qu'on peut faire demain? Et Momar réunit les 4 éléments. Et quand il réunit les 4 éléments, il devient autonome et responsable. Parce qu'au fond de lui, il y a un soubassement de culture qui est retenu par la conscience. C'est comme ça qu'il élève. Rencontrer Momar, c'est s'élever. On s'élève en rencontrant Momar par la tête. C'est ce qu'on appelle en français la transmutation spirituelle. Voilà. Il a parlé de transmutation. Oui, spirituelle. Et spirituelle surtout. Parce que Momar, et c'est vrai qu'il a tout ça en lui, de par son village. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que non seulement il aide pour l'éducation, il aide pour la santé, mais il aide aussi pour le savoir-être et vivre. C'est ce que vous avez évoqué. Quelle est l'amitié qui vous lie en fait? C'est venu comment? Momar, je l'ai connu en 2008. J'étais venu, par simple curiosité, voir les assises, les assises des Sénégalais. Moi, je suis là depuis 40 ans. J'étais venu pour voir ce qu'ils faisaient. Et quand j'ai pris la parole, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai pris la parole pour dire ce qu'il faut. Et c'est là. Après, il m'a interpellé au cours de la réunion. Il m'a dit que je m'appelle Momar, on s'est échangé et depuis 2008, on ne s'est pas quitté. On mange chaque année 3 fois à Paris. Moi, je suis dans les Yvelines. Je viens à Paris pour manger avec lui et Maître Diallo. J'ai eu 2 amis sur les milliers de Sénégalais qui sont là, 2 amis. Et on est liés par l'esprit. Parce que chaque fois que je les vois, j'apprends quelque chose de nouveau. Et c'est ça ce qui m'avance. On ne parle jamais de l'autre. Sinon, en bien seulement. Très beau témoignage, Thiam, vraiment. Et, je suis très touché parce que vous connaissez qui est Momar, vous êtes très proche de lui. Mais quelle est l'approche que vous avez en fait avec sa vision qui est à la fois pour dire le côté à la fois africain, parce qu'il est panafricaniste. Qu'est-ce que vous voulez évoquer par rapport à ça aussi? Panafricaniste, mais moi, je suis militant de l'international communiste. Ah oui. J'ai été. Vous êtes trotskiste? Je suis communiste. Ouais, pas trotskiste. Je suis rentré au Parti communiste en 1957, au PAI de Saint-Louis du Sénégal. J'ai été emprisonné en 58 pour 1 mois. À Saint-Louis. J'ai quitté après Saint-Louis du Sénégal dans mes études. Après mes études, j'ai rejoint la France. J'ai travaillé pour les études en France. Jusqu'en 68, je suis rentré et je suis toujours resté dans le même parti. Ça fait 50 ans que je suis dans un parti communiste. En France, je suis dans le parti communiste. Mais j'ai milité, j'ai été dans la grande région communiste d'Afrique, à Bissau, en Guinée-Bissau. J'ai été à Conakry avec Sékou Touré. J'ai été à Luanda. J'ai été à Cuba. Et je suis instructeur de l'armement de Kalachnikov. Moi, j'étais un homme du maquis et j'ai fait le combat, voilà. Mais je me suis arrêté depuis les années 2000. J'ai arrêté. Vous êtes en retraite là? Koukoy Samba Sagna était mon ami. Le 31 juillet 1980, je crois, j'ai oublié la date.
le 31 juillet, là, on était ensemble à Bissau. Non, en Gambie, à Banjul. Quand il y avait le coup d'État, j'étais ce jour-là Mais quel est ce personnage de Kokoye Samba Sagna? C'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il veut pour la Casamance, pour le Sénégal, pour la sous-région? C'est qui ce personnage? On ne le connaît pas, en fait. Samba Kokoye Sagna était un homme engagé, un révolutionnaire, un citoyen du monde. Il luttait pour les aspirations sociales des peuples. Mais comme il a longuement séjourné en Angleterre, il a été aussi au Ghana, il a eu des idées de révolution et il a enflammé le peuple, mais il était soutenu seulement par des jeunes. Il n'y avait pas de piliers pour le soutenir. Et les piliers qui le soutenaient, c'est nous les révolutions d'Afrique qui venaient lui donner un coup de main. Oui, voilà. Mais l'Afrique a connu des révolutionnaires. Hein. L'Afrique a eu beaucoup de révolutionnaires. À Bakel, par exemple, il y avait un nommé Boubacar Sissoko. Un Boubacar Sissoko qui était à Bakel. Il y avait Libaïdi Tidjane qui était à Dakar. Il y avait Majmoud Diop. Il y avait beaucoup de monde, qui ont fait le parti. Et en temps, le PAI regroupait le Niger, des militants du Niger et des militants du Mali. Oui, c'est ça qu'on avait fait le PAI d'antan, le Parti africain d'indépendance. Oui. Tout ça, très très belle approche de cette vision avec Momar. Je vous remercie, mais j'espère qu'on se reverra parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Je vais prendre vos coordonnées tout à l'heure. Hein. Doudou Sidibé, un grand de notre génération. Ça, il faut le dire, il faut l'avouer, que c'est quelqu'un de la diaspora qui apporte énormément et qui contribue d'une manière humble, digne et qui apporte aussi cette clairvoyance dont on a besoin pour avancer et faire bouger notre continent. Un grand panafricaniste. Quelqu'un qui a aussi œuvré pour que ici en France, en tout cas de notre génération, qu'on puisse être à la fois respecté, mais surtout un visionnaire, parce qu'il est aussi à la fois politicien, rassembleur et surtout travaille pour la prospérité de l'Afrique ici en France. Et je voulais en fait te demander l'approche que Momar a amenée ce soir ici en rassemblant tout ce beau monde. Quel est en un mot ce que tu peux y rajouter? Merci beaucoup. D'abord, je salue tous les Sénégalais de la diaspora et je remercie le grand frère Mike Sylla, qu'on ne présente plus, hein, parce que c'est vraiment une fierté nationale, mais internationale. Voilà, il a amené le nom du Sénégal partout. Hein? Et nous, les jeunes frères qui arrivent après ces fiertés-là, nous essayons de suivre leur chemin, hein, pour apporter notre pierre à l'édifice. C'est ce que Momar aujourd'hui essaie également de faire, parce que Momar, c'est un enseignant, professeur en gestion ici en France, qui a enseigné dans beaucoup de lycées et qui aujourd'hui écrit un livre pour partager son expérience, pour dire à la jeune génération, on peut désemparer quand on arrive ici en France, parce que l'environnement est différent et on a souvent de grandes ambitions, mais on ne sait pas comment faire. Et en lisant le livre de Momar, les jeunes pourraient se retrouver et se dire, voilà quelqu'un qui vient de Nantes et qui arrive aujourd'hui en France et qui construit un parcours très très honorable. Et qui a été vraiment très 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 résilient, qui a surmonté beaucoup d'obstacles parce que c'est pas évident, et qui contribue également par son engagement
au développement de notre pays. Parce qu'il est engagé dans des associations, il est engagé dans la politique. Hein? Tout cela pour qu'aujourd'hui, le Sénégal puisse aller de l'avant. Et c'est ce que nous devons faire tous. Hein? Parce que nous devons rendre au Sénégal ce qu'il nous a donné. Parce que les valeurs qu'on a aujourd'hui, qu'on incarne, c'est grâce au Sénégal, hein, notre éducation du Sénégal. Et aujourd'hui, nous devons partager cela avec nos jeunes frères, nos neveux et nos enfants. En tout cas, c'est un plaisir d'être là dans cette présentation de livres. Et je réitère mes félicitations les plus chaleureuses à Momar Sokhna Diop et je lui souhaite le meilleur pour le futur. Si aujourd'hui, Dieu merci, la rencontre se fait, c'est grâce à Momar. Oui. Que tu connais très bien, que je sais que tu l'estimes. Moi, ce que je voulais te demander là ce soir, c'est quelle est l'approche qui te lie avec Momar? Comment peux-tu définir l'amitié ou en tout cas le côté intellect de Momar par rapport à tout ce travail qu'il fait, ce côté panafricaniste et son côté à la fois social et solidaire? Comment, en un mot, en quelques mots, j'allais dire, que tu peux nous évoquer le personnage de Momar, en fait? Ben merci de cette opportunité. Parler de Momar, c'est juste prendre acte d'un fait qui pour moi est fondateur et extrêmement important également. Je rappelle, nous venons d'une culture de l'oralité et d'avoir parmi nous certains qui ont fait le choix de fixer, d'écrire, de laisser des traces de leur parcours et de leur passé, ce qui caractérise bien Momar, qui déjà par sa fonction en tant qu'enseignant et aussi en tant que militant, qui est un homme de valeur, qui concentre en lui tout ce que la tradition, tout ce que l'éducation de ses parents ont essayé de l'inculquer, prendre l'initiative de poser ça à travers des ouvrages qui vont servir, qui vont aller au-delà et être des témoignages. Ben, tout ça fait de Momar un homme d'une autre dimension. Moi, je l'estime beaucoup. Je l'apprécie pour ça. C'est toujours très, très, très instructif d'échanger, de parler, même si c'est 2 minutes, même si c'est 1 heure. C'est-à-dire quelqu'un comme Momar, on peut toujours en échangeant avec lui en apprendre et en prendre pour soi, et je suis sûr que c'est valable pour tout le monde. Donc Momar, ben voilà, c'est un bijou, c'est une pierre qui se polit au fur et à mesure qu'il roule. Hein? En tout cas, bravo à ses parents, parce qu'à travers son livre, il donne un aperçu de tout le programme entre Ndande, sa ville de naissance, et Dakar, où il a grandi, et ici en France, à travers la Normandie et finalement l'Île-de-France. Un parcours extrêmement riche, mais ce parcours-là ne l'a pas laissé indifférent. Il en a pris, il en a appris, mais ça, comme je disais tout à l'heure, c'est comme une pierre qui se polit au fur du temps. Hein, avec le temps, ben, tout ce qu'il a appris, ça a poli, ça a donné plusieurs facettes à ce bijou, à cette pierre précieuse, et c'est ça qui scintille aujourd'hui. Et je suis sûr que demain, ça sera encore mieux. Et voilà, après Kumba, on se retrouve chez Momar. Exactement. Donc, c'est la continuité, c'est encore toujours la transmission. Aujourd'hui, l'honneur est à Momar. Il a fait un super bouquin. On est ici à l'Harmattan. C'est vrai que ça ouvre sur une nouvelle voie, sur des voies. Alors, c'est quoi que ça résulte en un mot? Quelle est l'approche que tu ressens ce soir pour Momar? Moi, ce que je ressens, c'est que on est là derrière les mots, derrière l'écriture et derrière cet héritage qu'on doit laisser pour les générations futures. Et moi, quand j'ai fait la sortie de mon livre et tout le monde était là, donc il fallait que je sois aussi présente pour venir soutenir aussi les écrivains. Donc aujourd'hui, je suis là pour venir soutenir le parcours d'un rescapé et ça nous parle tous.
Donc, on a besoin vraiment d'avoir cette cohésion, qu'on soit solidaires les uns et les autres, que quand quelqu'un fait quelque chose, un événement, on doit tous être là pour renforcer. Voilà. Simbuvili, Oui. cet artiste que vous êtes, parce que c'est la présence du Congo aussi ici ce soir. L'Afrique est unie parce que à travers les cultures, on sent la continuité du travail que Momar il a fait. Est-ce qu'il y a un côté approche que tu ressens quand tu évoquais tout à l'heure le fait d'aller vers la transmission? Écoute, de toute façon, on est proche à travers les mots. À travers les mots. J'ai pas encore lu le livre. Dès que je le lire, je pourrai en parler. Mais ce que je ressens, c'est que rien qu'avec le titre, Parcours de rescapé, on est tous des rescapés. Je ne sais pas l'histoire de cet enfant, mais moi, je suis aussi une sorte de rescapé parce que à chaque fois, on a failli mourir pour écrire un livre. On est obligé de se sacrifier pour faire un album. On se sacrifie. À chaque fois, c'est toujours une mort certaine. Mais la magie des mots, la magie de l'écriture, la magie de la tradition vient nous sauver, vient nous tirer de tout cela. Donc, ça veut dire que à travers l'écriture, à travers l'inspiration, à travers en fait la tradition, la vie est là. Et là où est la vie, je suis là. Nous sommes dans une ambiance extraordinaire. La sortie de votre ouvrage qui s'appelle Parcours de rescapé. Nous sommes dans les locaux de l'Armatan à Paris. Et donc cette séance de dédicace débat, comment vous la vivez actuellement? Cette dédicace, je la vis vraiment très bien, dans la mesure où il y a eu beaucoup de personnes qui ont répondu à l'appel. Et puis un public vraiment sympathique, très généreux. Donc vraiment, je suis comblé, quoi. Ça fait 5e fois quand même que j'organise des dédicaces de mes ouvrages. Mais celle-là vraiment avait une allure particulière. Il y avait beaucoup d'émotions. Voilà, bon, parce que aussi le titre du livre aussi le justifiait, hein. Parcours d'un rescapé. Les gens ont finalement découvert le parcours que j'ai eu et que je partage avec beaucoup de nos concitoyens sénégalais, quoi. En tout cas, c'est satisfaisant dans l'ensemble. Je suis très satisfait de cette dédicace-là. Donc, c'est un livre autobiographique qui retrace un peu le royaume de l'enfance, dans le Fall, toute cette région-là, l'atmosphère qu'on a au Sénégal, des profondeurs, jusqu'à votre départ à Dakar maintenant à la France, pour le vécu. Donc, vous vous livrez un peu à travers ce roman. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de l'écriture? Ouais, écrire, c'est toujours difficile, hein. Surtout écrire sur soi, parce que bon, on touche quand même des aspects intimes, etc. Et on a peur de dire des choses qu'il ne faut pas dire ou qu'on aurait pu dire autrement. Mais bon, au départ, j'ai eu la chance quand même d'être conseillé, je l'ai dit tout à l'heure, par des personnes qui avaient l'expérience, comme Malik Diarra, qui avait écrit un superbe roman donc, qui s'appelle L'enfant de Balakos. Et je me suis inspiré là-dessus. Et puis, bien sûr, j'ai également mobilisé des ressources techniques, hein, parce que il y a pas mal d'écrits sur l'autobiographique, donc j'ai visité un peu ce qui se disait. Et puis la combinaison de tout ça avec mon expérience d'écrivain aussi, parce que je suis quand même à mon 5e ou 6e livre. Donc j'ai pu effectivement mobiliser les ressources nécessaires pour écrire ce livre-là. Voilà, donc, mais effectivement, j'ai rencontré pas mal de difficultés, hein. Mais au final, comme je savais ce que je voulais dire, j'ai réussi quand même globalement à extraire en tout cas les expériences qui m'intéressaient et puis de les partager, comme j'ai dit, quoi, de les partager avec vous, avec les générations futures, quoi. C'était ça le sens même et la motivation même pour laquelle ces difficultés, je les ai rencontrées, je les ai surmontées, quoi. Étudier au Sénégal, faire un parcours donc universitaire déjà au Sénégal, avant de continuer les études, de les poursuivre en France et de rester en France, d'enseigner à des Français. Est-ce que vous vous sentez bien dans ce rôle-là d'enseignant en France? Moi, je pense qu'un enseignant qui soit en France ou ailleurs, c'est un enseignant. Voilà. C'est universel, hein, parce que voilà, on nous confie des jeunes à qui on doit, transmettre des savoirs, hein.
Et les savoirs n'appartiennent pas à un peuple déterminé. Hein. Moi, c'est ma conviction. Et d'ailleurs, Cheikh Anta Diop nous éclaire là-dessus. Et ça, je pense qu'il faut qu'on se le mette dans la tête. Le savoir est universel. Donc, et puis moi, j'étais prédisposé, j'avais les prérequis vraiment pour enseigner en France, dans la mesure où j'ai fréquenté l'école française. Donc, il y avait des chances, effectivement, que, en tout cas, le travail que j'exerçais plus tard s'oriente vers ça aussi, quoi. Donc, non, j'ai pas eu de difficulté à enseigner en France parce que j'ai des élèves, comme tous les élèves du monde. On a des référentiels, des supports. Au contraire, d'ailleurs, moi, je pense que j'ai apporté beaucoup plus que l'enseignant classique parce que j'ai bénéficié d'une double culture quand même, sénégalaise et française, et la combinaison de ces deux-là sert beaucoup. D'ailleurs, je le vois hein, au niveau de mes élèves. Les élèves me respectent beaucoup. C'est pas parce que je suis prof seulement, c'est parce que aussi, voilà, ils voient en moi leurs parents, hein, leur culture, enfin la culture d'origine de leurs parents, quoi. Et ça, c'est une valeur ajoutée en plus, quoi. Vous avez écrit des bouquins sur l'éducation nationale, ici, donc, on peut dire, sur les enfants de la banlieue, la scolarité qui est difficile pour certains immigrés, on le sait, et pour les enfants sénégalais, les élèves sénégalais. Vous avez une pensée ou pas? Mais bien sûr, je l'ai écrit dans ce dernier livre. Il y a une partie, effectivement, où je parle de l'éducation. Bon, le problème de l'éducation au Sénégal, comme d'ailleurs partout en Afrique, c'est que c'est une éducation qui a été héritée de la colonisation. C'est pas nous-mêmes qui avons construit notre système. Et malheureusement, depuis les années 60, on a géré que le legs colonial, quoi. Et aujourd'hui, notre système éducatif a besoin d'être vraiment refait, quoi, de début à la fin. Parce qu'une éducation, quand on parle d'une éducation, elle doit quand même s'appuyer sur les valeurs locales. Or, quand on regarde les programmes scolaires, les référentiels et tout, c'est très rare qu'on nous parle même de notre histoire, de notre culture. C'est quand même dommage, quoi. On nous parle de la France, des autres pays. C'est bien, hein, c'est une ouverture, hein, mais on aimerait bien savoir qu'est-ce que nos ancêtres ont fait, comment ils vivaient. C'est ce que j'ai essayé de retrouver vraiment dans Ndande, en montrant qu'à une période donnée, un instant T, dans ce territoire-là, il y a eu des valeurs hein, qui sont très fortes, hein, qu'on ne nous apprend pas. Le respect, nous, on le savait. La valeur travail, le vivre ensemble, qui est un problème en France. Nous, on vivait ensemble. Heureusement, d'ailleurs, nos parents, ils avaient 4 femmes, 20 gosses. Comment on vivait ensemble? On arrivait. C'est parce qu'effectivement, il y avait des règles qui étaient fixées et chacun savait où est sa place. Et ça fonctionnait. Hein. Je ne dis pas que c'était rose, hein, mais au moins, il y avait une organisation qui était endogène, hein, qui ne nous apparaissait pas. Quoi. Mais maintenant, bon, moi, je pense qu'il faut revenir sur ces fondamentaux au Sénégal, c'est très dans beaucoup de pays d'Afrique, et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra bâtir une éducation bien, enfin saine, et puis former des citoyens qui servent leur pays. Parce que nous, on a été formatés à la française, ce qui fait que c'est pas étonnant qu'on serve la France. Hein. Et c'est du gâchis, quoi. Je ne sais pas si vous avez compris le sens de mon intervention, mais c'est ça. Il faut bâtir une éducation endogène qui tient compte de nos réalités et puis bien sûr qui va s'ouvrir aussi vers le monde extérieur parce que les connaissances, encore une fois, sont universelles. Hein. Elles n'appartiennent pas à aucun peuple, quoi. Là, j'ai terminé par cette question-là. Est-ce que, M. Diop, vous pensez qu'avec vous principalement, l'histoire des Africains sera écrite forcément par les Africains? Moi, je les invite. Hein. Je pense qu'il y a quand même une évolution très importante de l'écriture des Africains. Avant, on écrivait à notre place. Hein. C'est les Européens qui écrivaient l'histoire de l'Afrique à notre place. Mais aujourd'hui, quand même, il y a de plus en plus d'Africains et d'Africaines qui publient. Et je pense qu'il faut encourager ça. Et puis, bien sûr, parvenir à ce que les sociétés africaines soient analysées par les Africains d'abord. Et puis, bon, c'est par là qu'on va trouver des solutions endogènes, encore une fois, parce que les solutions ne viendront pas d'ailleurs. Hein. Les problèmes de l'Afrique ne se résoudront pas par les autres. C'est les Africains eux-mêmes de résoudre ce problème-là. Merci bien, M. Diop. Voilà, tu peux y aller. Hein? Oui, bien sûr. Maman, moi, je vous connais depuis pas loin d'une vingtaine d'années, oui. Pas une vingtaine d'années bientôt. Le plus profond sentiment que j'ai quand je vous vois assis ici devant ce bouquin, le parcours de l'ASCAPED, c'est tout. J'ai l'impression de vivre la même chose. J'ai l'impression d'avoir
Et bon, Même moi, parcours. je suis né dans la ville, toi, tu es né à Nantes, qui est quand même une grande cité, du savoir. Il se trouve que là, vous êtes à Paris, j'ai senti tout le côté panafricaniste et surtout celui qui a transmis un savoir à des milliers de personnes à travers vos bouquins, à travers votre savoir-faire. Et c'est là où justement j'ai envie de vous poser une question. Le côté panafricaniste, comment vous l'avez vécu ici à Paris durant ces dernières années? Ben, moi, sur ce côté-là, je suis très à l'aise, hein, parce que déjà en 1985, lorsque j'étais étudiant à Angers, j'ai eu la chance de rencontrer un compatriote africain d'origine ivoirienne qui m'a fait découvrir Cheikh Anta Diop. Moi, je ne connaissais pas Cheikh Anta Diop, hein. Si, dans le bruit populaire, dans la rue, oui. Quand il fait partie de ma famille, mais je l'ai découvert vraiment sur l'écriture et l'engagement en 1985. C'est un Ivoirien, donc on était dans le bus. Moi, je venais d'arriver, hein. Et puis, on s'est salué. Il m'a dit, c'est comment? Je lui ai dit, c'est Diop. Il me dit, ah bon? Il me dit, c'est Diop, vraiment? Je lui dis, mais oui. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez des Diop? Il m'a dit, ouais, j'ai un ami qui s'appelle Diop. Si vous n'êtes pas pressé, je vais vous le présenter. Donc, moi, je suis allé chez lui. On est resté dans le salon. On était en train de refaire le monde, hein. À un moment donné, je lui dis, mais mon frère, ton copain Diop, là, il est où? Il me dit, attends, j'arrive. Je vais le chercher. Il va dans sa chambre et il vient, il m'offre Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. Donc, quand il m'a donné ça, il me dit, tu le connais? Je lui dis, je faisais le malin un peu, quoi. Je lui dis, ouais, je le connais. Il me dit, bon, écoute, va le lire et on se revoit. Je peux te jurer que depuis que j'ai lu Cheikh Anta Diop, j'ai senti mais un changement très profond. C'est très profond, hein? Donc, je me suis engagé, effectivement, avec lui. On a créé, je vais vite, hein, on a créé le Cercle Ramsès, qui était une association diopiste, hein, où on faisait de la formation, on a fait des colloques, on est allé à Dakar, tout en 2000. Ouais, il a le décès de Cheikh Anta Diop, etc. Donc, ensuite, on a travaillé beaucoup, on l'a élargi jusqu'à Bordeaux, Nantes et tout ça, en collectif. Donc, le côté panafricain, moi, je pense que je suis de la vision de Cheikh Anta Diop. Nos États, nés, NAIS, hein, démographiquement et géographiquement, ne peuvent pas s'en sortir. On le voit tous les jours. Or, si nous mobilisons et que nous fédérons nos forces, mais on pèse lourd, tout simplement. Enfin, on pèse lourd, c'est pas le bon mot peut-être. Au moins, on sera moins vulnérable. Et je pense que ça, on n'a pas besoin de faire Sciences Po pour le savoir, quoi. L'union fait la force. Les États africains étaient unis avant, hein. Pourquoi ils sont divisés? Parce que tout simplement, c'était pour servir les intérêts des Occidentaux. Ça, quand même, on a l'expérience maintenant. Je pense qu'on peut s'asseoir, comme disait Cheikh Anta Diop, une fédération n'est pas une addition de misère, hein. C'est la possibilité de s'asseoir et de mettre en place des structures sur l'essentiel pour régler les problèmes vitaux, par exemple l'autosuffisance alimentaire qui est problématique, la santé, l'éducation. Et je pense que comment dirais-je, cette vision-là de Futumuranke, waouh, on est en panne de ça depuis quelques années. On voit maintenant des experts, des professionnels de la politique qui empruntent même des fois les idées de Cheikh Anta Diop pour accéder au pouvoir. Mais l'engagement nécessaire et la vision même de Cheikh Anta Diop, il faut fouiller pour trouver. Moi, ce que j'ai, c'est pour ça que j'essaie de t'amener sur ce terrain-là, parce que je sais ton profond sentiment et puis ton dévouement allant dans le constructivisme. Et tu es quelqu'un qui a toujours essayé d'être le plus proche des idées novatrices, mais qui sont aussi liées avec le panafricanisme que vous êtes. Et moi, je voulais en fait qu'on parle aussi surtout de ton côté social, parce que je sais que le travail que tu as apporté depuis quelques années, c'est d'aider les gens à retrouver à la fois la connaissance, le fait de pouvoir se soigner et de pouvoir naturellement apprécier la vie. Parce que quand j'entends que vous avez contribué à ce qu'il y ait un hôpital qui se construit, une maternité, oui. C'est pour moi une œuvre d'une grande profondeur. Et ça, c'est important. Parlez-moi de cette
façon en fait de voir et de mettre les œuvres en place. Ça t'est venu comment? Mais ça vient de ce que je suis en train de vous dire. Ça dit que ça vient pas du hasard, hein? C'est l'expérience. Je te dis que j'avais épousé la vision de Cheikh Anta Diop depuis 1985. Parce que bon, comme moi, je suis convaincu que cette vision-là est la bonne, mais naturellement, j'ai essayé de la traduire en acte. C'est tout, hein? C'est tout ce qui... Malheureusement, nos élites ne font pas ça. Ils font les grandes écoles et tout, mais quand ils arrivent en Afrique, ils ne nous proposent pas de solution. Parce que tout simplement, il y a cette vision-là qui manque. Bon, aujourd'hui, c'est ce qu'on a essayé de faire en Inde. On s'est dit, bon, écoutez, moi, la première réunion qu'on a eue ici à Montreuil, c'était à l'époque de Dominique Voynet. Oui, je veux le voir. Dominique Voynet m'a demandé, parce que j'aidais une association sénégalaise qui était implantée à Montreuil, qui faisait beaucoup d'actions de soutien scolaire, d'aider les parents aussi, qui étaient beaucoup d'origine malienne et sénégalaise, qui ne maîtrisaient pas la langue. Donc, on les aidait, en fait, sur les démarches administratives et tout. Et Dominique Voynet, quand elle a constaté ça, elle m'a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Mais je lui ai dit, mais Madame Voynet, moi, j'ai besoin de rien. Moi, je suis enseignant, je gagne ma vie correctement, je cherche rien, quoi. Il me dit, mais pour ton pays, je lui dis, mais pour mon pays, laissez-moi le temps d'aller leur demander, quoi. De leur demander. Donc, je suis allé en Inde, effectivement, j'ai réuni par mon expérience, hein. Je connais un peu les méthodes, les démarches administratives et tout. Donc, j'ai utilisé cette expérience-là en orientant les gens. Ils ont créé une association, etc. et tout. Et on a monté le projet. Et on a été financé par le PASD, que tu connais. Donc, on a financé la maternité équipée. C'est moi qui ai monté le projet ici à Montreuil. Et ensuite, le problème de la scolarité s'est posé. Donc, on s'est mobilisé. On a trouvé des financements, on a fait participer les Ndandois et on a créé un lycée de 1500 élèves. Et ça marche, quoi. Moi, quand je vais là-bas, je vois les jeunes il y en avait des jeunes là, qui sont passés dans ce lycée, quoi. Ils sont ingénieurs, ils aident leurs parents, ils s'aident eux-mêmes. Tu te dis merde, quoi. Et tout ça Mais tout ça, c'est mon parcours, je pense, qui m'a... Ta vision. Ouais. Parce que je sais que vous êtes aussi, comme ça, c'est la dernière question, c'est vous êtes un des partisans de PASTEF. Vous avez écrit aussi le projet PASTEF à travers l'éducation. Quelle est l'approche et la vision que vous avez par rapport à l'éducation et surtout aussi le fait que PASTEF étant un parti qui panafricaniste, parce que moi je tourne tout autour de cette idée pour que l'Afrique voit la nouvelle ère et qu'on puisse en sortir. Parce que je voulais que tu nous évoques justement l'approche que vous avez eue en faisant ce projet sur l'éducation. Moi, en fait, PASTEF, en tant que tel, c'est pas ça mon souci, hein. Moi, je les ai rencontrés par hasard. Donc, quand je les ai rencontrés, j'ai pris le temps, hein, peut-être 3-4 ans, j'ai assisté au réunions. J'ai aucun statut chez PASTEF, hein. Je ne l'ai jamais voulu. Et puis, c'est comme ça. Voilà. Moi, j'avais constaté qu'effectivement, dans le discours, en tout cas, les leaders qui portaient ce message-là, comme Ousmane Sonko, avait un discours qui correspondait à la vision que j'avais, moi, du développement. Le développement endogène, c'est quand même Cheikh Anta Diop, c'est Mamadou Dia. Donc, moi, j'avais 20 ans avant eux, travaillé sur ce truc-là, et je vois des jeunes qui parlent de Mamadou Dia, de Cheikh Anta, qui parlent de souveraineté. Je me suis dit, au moins, ces gens-là, dans le discours, ils ont quelque chose qu'il faut aller creuser. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai fréquenté PASTEF, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes, franchement, qui étaient dans cette dynamique-là. Donc, moi, je me suis engagé à les aider. Et je ne suis pas le seul, hein. D'ailleurs, personne ne me connaît. Enfin, personne. Mais on est des milliers à avoir travaillé, par exemple, pour aider le Sénégal. On l'a fait. Et franchement, jusqu'à preuve du contraire, je pense que il faut aider ce mouvement-là. Pas parce qu'il y a Sonko ou Diomaye ou j'en sais rien. Non. Eux, ils portent juste un message. Mais nous devons soutenir cette vision qui, à mon avis, pourra nous sortir des difficultés sur lesquelles. Parce que c'est une vision qu'on peut entendre, hein, travailler à manger ce qu'on produit. Ça, c'est pas Sonko qui l'a inventé. Mais au moins, il a le courage de le porter au niveau politique. Avoir une école, comme je le disais tout à l'heure, une école que nous-mêmes nous construisons. Avoir notre propre système de santé, financer nos propres projets. Je pense que ça, on n'a pas besoin de... Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Il faut les aider.
Et puis, si en les aidant, à un moment donné, on trouve que vraiment, dans ce cas-là, on aura la légitimité de les combattre. Un dernier mot. Ce bouquin est ton 5e bouquin. Quel est, à l'intérieur de toi, ce que tu peux rajouter pour prolonger ta vision? Bah, de toute façon, l'écriture n'est jamais terminée. Hein? Oui, voilà, donc le livre là, est terminé, mon projet. Mais déjà, quand c'est terminé, et toi-même, il faut donner un peu de temps. Ouais, bien sûr. Non, mais je pense que j'espère que je vais pouvoir écrire sur mes mémoires, par exemple, quand je serai à la retraite. Pour bientôt. Hein? Ouais, bientôt, mais on compte pas. Bon, en tout cas, c'est un plaisir. Je vous remercie quand même de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer un petit peu. Bon, et puis voilà, comme on dit, tout ça là, si on le fait, c'est vraiment pour le bien-être déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi c'est pour l'Afrique, c'est pour le Sénégal. Hein. Voilà, sinon on a autre chose à faire, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Ouais.